Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi, tu as besoin d'approfondir tes connaissances en biologie, en physique ou encore en chimie dans le cadre de tes études ou de ta recherche, alors ce programme est fait pour toi. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons découvrir que le modèle allostérique est l'un des mécanismes de régulation les plus complexes. L'enzyme existe sous deux formes. Les activateurs se fixent sur l'une et les inhibiteurs sur l'autre. Ces fixations font basculer l'équilibre entre les deux formes, ce qui rend ensuite plus ou moins facile la transformation chimique du substrat par l'enzyme. Premier mystère. Comment agissent les inhibiteurs et les activateurs puisqu'ils n'ont pas du tout la même structure que le substrat? Pour clarifier tout cela, faisons appel à un spécialiste, Michel Laurent. Mais avant de nous expliquer le mécanisme, Michel, pourriez-vous nous préciser d'où vient le mot allostérie et quelle en est la signification exacte? À la fin des années 50, on venait juste de découvrir la répression catabolique, qui est un mécanisme opérant au niveau des gènes. Et l'on se demandait encore quelle régulation relevait de ce mécanisme. La question se posait en particulier à propos d'enzymes rétro-inhibées par les produits terminaux des voies de biosynthèse. Il s'agissait concrètement de savoir si rétro-inhibition et répression étaient ou non les manifestations d'un processus moléculaire commun. L'étude de la thréonine désaminase a vite montré qu'il s'agissait de mécanismes distincts. Mais il est aussi apparu au cours de ces études que certains traitements supprimaient le phénomène de rétro-inhibition sans empêcher pour autant la catalyse enzymatique. Ce résultat a conduit Changeux à postuler que les rétro-inhibiteurs se fixaient en des sites distincts du site actif ou celui du substrat. Ce site a été qualifié d'allostérique, littéralement autre forme en grec, par opposition à la notion d'isostérie, même site, même forme. Il s'agissait par là de signifier que le substrat et l'inhibiteur, qui n'ont aucune relation de structure, se fixent en des sites distincts de la protéine régulée. Très vite, de telles protéines ont été qualifiées d'allostériques. La définition moderne de l'allostérie a sensiblement évolué. Le terme se rapporte désormais explicitement à des protéines formées de plusieurs sous-unités qui existent sous deux formes, on parle de conformation, en équilibre thermodynamique. Les effets allostériques, nous les définirons précisément dans ce cours, sont modulés par les molécules activatrices et inhibitrices. L'idée de sites distincts pour la fixation du substrat et des effecteurs est naturellement conservée dans l'acception moderne du terme allostérie, même si elle n'est plus centrale dans la théorie. Un grand nombre de protéines ont pour fonction de catalyser les réactions qui se déroulent dans les cellules. Ces protéines sont des enzymes. Ils se divisent en deux grandes catégories selon l'allure des fonctions de vitesse de la réaction catalysée. Dans certains cas, cette fonction présente une dépendance sigmoïdale vis-à-vis de la substance à transformer. De telles enzymes sont qualifiées d'allostériques en regard de leur mécanisme d'action. Dans la très grande majorité des cas, cependant, ces fonctions de vitesse demeurent en toutes circonstances hyperboliques. Les enzymes correspondantes sont qualifiées de michaéliens. On retrouve la même distinction pour d'autres protéines qui ne transforment pas les substances qu'elles fixent, mais les transportent d'un compartiment à un autre. Dans ce cas, on substituera à la fonction de vitesse de la réaction une fonction de saturation du transporteur. Celle-ci désigne simplement la fraction de site de fixation occupée par le ligand pour une concentration totale donnée de ce ligand. Les allures des fonctions de vitesse et de saturation sont identiques car dans l'immense majorité des cas, la vitesse d'une réaction enzymatique est proportionnelle à la fonction de saturation de l'enzyme par son substrat. Un exemple classique de transporteur allostérique est l'hémoglobine. Cette protéine a pour tâche de transporter dans le sang l'oxygène des poumons vers les organes périphériques, le cerveau, les muscles par exemple. Une autre protéine, la myoglobine, assure la même fonction de transporteur. Mais la myoglobine n'exerce son action que localement, là où la pression partielle en oxygène est faible. À la différence de celle de l'hémoglobine, la courbe de saturation de la myoglobine par l'oxygène ne possède aucun caractère coopératif. Son graphe a une allure parfaitement hyperbolique. Pourquoi parler de coopérativité à propos d'une fonction de saturation d'allure sigmoïdale ? Parce qu'à faible concentration au ligand, l'amplitude de la réponse protéique augmente avec son degré de saturation. Pour un premier incrément ΔSI de S, on observe une faible augmentation ΔYI du degré de saturation de la protéine. Pour un deuxième incrément identique ΔSI plus 1, la réponse ΔYI plus 1 est plus forte, et la réponse ΔYI plus 2 à un troisième incrément ΔSI plus 2 est d'amplitude encore plus grande.
La fixation des premières molécules du ligand S semble ainsi rendre plus facile la fixation ultérieure d'autres molécules du même ligand, puisque pour un même delta S, le delta Y correspondant est plus grand. En d'autres termes, tout se passe comme si les multiples sites de fixation coopéraient pour qu'une fois les premiers occupés, les autres aient plus de facilité à fixer le ligand. Dans les protéines non allostériques, où cet effet coopératif est absent, les courbes de saturation sont hyperboliques et l'amplitude des réponses ΔY diminue à mesure que la protéine se sature. En absence d'effet coopératif, la courbe de saturation de l'hémoglobine par l'oxygène aurait une allure hyperbolique. Dans ces conditions, en regard des pressions partielles indiquées, la protéine resterait très chargée en oxygène dans les tissus où elle ne délivrerait guère plus de 25% du ligand transporté. Les propriétés allostériques des protéines ont une base structurale. La myoglobine non coopérative est formée d'une seule chaîne polypeptidique, tandis que l'hémoglobine est un tétramère doué de coopérativité. Les propriétés de coopérativité n'ont jamais été observées qu'avec des protéines oligomériques, c'est-à-dire formées de l'association de plusieurs sous-unités. La fixation d'une première molécule de ligand augmente l'affinité apparente de la protéine pour la fixation ultérieure d'autres molécules du même ligand. Le modèle allostérique, encore appelé modèle de Mono-Weyman échangeux, postule que le mécanisme résulte d'une modification de l'énergie d'interaction entre sous-unités suite à la fixation du ligand. Cette modification résulte d'un changement de la forme de la protéine. La nouvelle forme, appelée R, ayant plus d'affinité que l'ancienne, appelée T, pour le ligand. Toutes les sous-unités de la protéine changent en même temps de forme. La transition conformationnelle est dite ainsi concertée, comme on le voit dans le cas de la fixation d'oxygène sur l'hémoglobine. Le modèle allostérique s'appelle aussi modèle concerté, ce qui veut dire qu'au sein d'une molécule d'enzyme, toutes les sous-unités changent de forme en même temps. Serait-il possible d'imaginer un modèle présentant les mêmes propriétés de coopérativité, mais dans lequel les sous-unités changeraient de forme individuellement et non simultanément ? Oui, c'est possible, et un tel modèle existe. Il est appelé modèle séquentiel. Dans ce système, la fixation de la molécule de substrat sur un site provoque le changement de conformation de la sous-unité qui porte ce site et de cette sous-unité seulement. Il résulte qu'au sein de la protéine oligomérique, la force des interactions entre sous-unités est modifiée puisqu'elles n'ont plus toutes la même forme, ce qui va indirectement provoquer un changement d'affinité des sites encore disponibles pour le substrat au sein d'oligomères partiellement saturés. D'où le phénomène de coopérativité. Malgré tout, des spécialistes considèrent que ce modèle pose certains problèmes thermodynamiques. Plus le ligand va se fixer sur la forme R de haute affinité, plus l'équilibre entre R et T sera déplacé vers R, et plus il y aura donc de sites de haute affinité disponibles pour les fixations ultérieures, et plus celles-ci viendront en conséquence faciles. Ainsi, la formation de R1 s'est faite aux dépens de R0, dont la diminution de concentration va avoir pour conséquence de modifier la valeur de la constante d'équilibre L0. Pour établir cet équilibre, il va y avoir transformation compensatoire d'une certaine quantité de T0 en R0 afin que la valeur du rapport T0 sur R0 soit de nouveau respectée. Si une molécule T0 doit ainsi basculer sous forme R0 afin de rétablir la valeur de L0. 4 nouveaux sites potentiels de haute affinité pour la fixation de S apparaîtront ainsi dans le système. C'est cette augmentation globale de la concentration en sites disponibles à mesure que la saturation progresse qui est responsable de la coopérativité vis-à-vis de ce ligand S. Au sein d'un état quaternaire donné, la forme R de la protéine par exemple, tous les sites de fixation pour S sont équivalents et indépendants. Cela signifie que l'affinité de S des formes RS2 ou RS3 par exemple n'est ni meilleure ni moins bonne que celle des formes R0 ou RS1. En conséquence, si la constante allostérique L0 est très petite, la forme R0 de la protéine est la seule présente en absence de S et la fixation de ce substrat S sur R ne présentera aucune coopérativité. Un activateur allostérique est un composé ayant une meilleure affinité pour R que pour T. En se fixant sur la protéine, il déplace ainsi l'équilibre vers la forme R. Un inhibiteur allostérique est au contraire un composé qui se fixe mieux sur T que sur R. L'incubation de l'enzyme en présence d'inhibiteurs aura donc pour effet de déplacer l'équilibre allostérique vers cette forme T. Plus la concentration en inhibiteur est forte, plus la concentration en substrat nécessaire pour atteindre la demi-saturation sera élevée.
En d'autres termes, plus la concentration en inhibiteur est élevée, plus l'affinité apparente de la protéine pour S semblera faible, conséquence directe du basculement antagoniste de l'équilibre allostérique provoqué par S et par I. En résumé, en présence d'activateurs, la courbe de saturation par le substrat est déplacée vers la gauche. Il faut donc une moins grande concentration de S pour saturer à moitié la protéine qu'en absence d'effecteur. C'est l'effet inverse qui est observé en présence d'inhibiteurs, où il faut davantage de S pour atteindre la demi-saturation de la protéine par son substrat. L'activateur facilite ainsi la fixation du substrat, l'inhibiteur la rend plus difficile. On voit ainsi que la coopérativité enzymatique possède une base structurale dont l'objet est d'apporter, au travers du modèle allostérique, une réponse fonctionnelle à un besoin de régulation métabolique. Toutes les protéines qui présentent des propriétés de coopérativité sont des protéines oligomériques, c'est-à-dire des protéines formées de plusieurs sous-unités. A l'inverse, toutes les protéines oligomériques présentent-elles des propriétés de coopérativité ? Non, c'est même l'inverse. La plupart des protéines formées de l'association de plusieurs sous-unités ne présentent aucune propriété de coopérativité. Ainsi, la bêta-galactosidase, qui est un tétramère, n'est pas coopérative. La majorité des enzymes glycolytiques sont des protéines oligomériques non coopératives. Le fait de posséder plusieurs sous-unités est donc une condition nécessaire mais non suffisante à l'apparition de coopérativité.